Nous sommes mardi 27 janvier. Bonsoir. L'actualité, c'est cette marche aujourd'hui à Gao. Les populations sont sorties en masse hier et aujourd'hui pour dire non à la décision de retrait des groupes armés de la ligne de front de Tambakor. Dès l'annonce de la nouvelle le dimanche soir sur les radios locales, la tension est montée d'un cran à Gao. Malheureusement, la marche a enregistré des morts. Le ministre par intérim de la coopération internationale sur ce plateau pour plus de détails. Mais avant cela, écoutons les explications de notre correspondant sur place, Daouda Zoumana Traoré. La marche a repris ce mardi, paralysant toutes les activités dans la cité. Les marcheurs ont progressé vers les services de l'aménagement situés au quartier Boulgoundje. La foule a entendu. Ils avaient attendu. Ils sont retrouvés au niveau de l'aménagement. Ils n'ont rien que les mains vides. La police de l'aménagement était venue, ils ont commencé à bombarder les jeunes avec des gaz lacrymogènes. Ce qui a régénéré, les jeunes ont utilisé des cocktails Molotov. C'est là que les balles réelles ont commencé à tirer. Ils ont tiré des balles en l'air. On allait pour faire une conversation et ils ont mal compris. Les enfants qui sont à côté, ils ont là fait des désordres. Nous, on s'avance pour aller expliquer. C'est dans ça là, ils ont tué sur nous. Ce sont les éléments de la protection civile qui ont assuré le transport des victimes vers l'hôpital malgré les difficultés. Au finish, toutes les victimes ont été secourues. Toutes les forces de sécurité ici sur place, sur le théâtre, conjuguent les efforts pour circonscrire en tout cas tout ce qui adviennent comme problème de sécurité. Donc depuis le matin, ils sont en train de faire évacuer ces blessés qu'ils trouvent sur le terrain et puis ils viennent donner aux spécialistes qui sont les médecins de l'hôpital de Gao. L'hôpital de Gao, débordé par la foule, a pu exécuter son plan d'urgence de prise en charge des victimes, parmi lesquelles des morts. Effectivement, aujourd'hui, il y avait la marche dans la ville, mais à partir de 11h10, nous avons commencé à recevoir des victimes. Et pour le moment, à 14h30, on est à 18 victimes. Donc parmi ces 18 victimes, il y a eu 3 décès. Et ces 3 décès sont par balle. Notamment au niveau thoracique et au niveau de l'épaule. Donc 3 décès. Et il y a eu 4 autres blessés par balle qui ont été pris en charge au niveau du bloc opératoire par l'équipe du CICR. Et également, nous avons les autres blessés, donc 11, qui sont dus au gaz lacrymogène et aussi à des accidents de la voie publique. L'appel que je lance à la ville et aux jeunes, c'est de rester calme et d'avoir confiance à l'État. C'est des problèmes que l'État peut gérer. Sur la question, nous n'avons pu joindre aucun responsable de l'aménagement malgré notre insistance. Pour gérer au mieux cette crise, une réunion sécuritaire de haut niveau se tiendra ce mercredi dans la cité des Askia. Et suite à cette confrontation, les jeunes de Gao ont tenu cet après-midi ici à Bamako un point de presse. Un seul point était à l'heure du jour, informer la communauté nationale et internationale sur les dernières évolutions de la marche d'aujourd'hui. Marche au cours de laquelle on déplore malheureusement des morts. Le conférencier Abdoubakrine Ama est au micro de Garibou Pirou. C'est la jeunesse de Gao qui nous a demandé d'organiser une conférence de presse ici à Bamako pour alerter et informer l'opinion publique nationale et internationale, à travers les médias, à travers tout le monde, par rapport à la situation qui provoque à la suite des derniers événements de Tabankort. Donc c'est vraiment alerter et informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se passer et pour lesquels la jeunesse de Gao n'est pas d'accord et elle va se battre pour ça. Il y a une réunion d'urgence qui est en train de se tenir en ce moment à Gao. Et c'est à cette réunion, d'abord, ils vont sortir pour aller dans les familles des victimes, pour présenter les condoléances et ensuite prendre les dernières dispositions que l'aménagement va faire tomber ou que les sages vont amener. Et ils vont décider de la suite à venir. C'est vraiment l'instant de décision. C'est à Gao et ici, nous ne faisons que rapporter, informer l'opinion nationale qu'il y a des choses qui se passent à Gao pour que ça ne passe vraiment pas inaperçu. L'aménagement, elle aussi, a tenu un point de presse pour donner sa version des faits. Aloussine Touré nous en dira plus au cours de ce journal. À présent, je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères par intérim pour la lecture d'un communiqué. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et c'est à vous, monsieur le ministre.
ce jour mardi 27 janvier 2015, les populations de Gao ont participé à une marche de protestation contre la décision d'un accord signé entre la MINUSMA et certains groupes armés en vue d'établir une zone temporaire de sécurité dans le secteur de Tabankort. Prise sur une base non inclusive, cette décision a été perçue comme défavorable au processus de paix et de réconciliation en cours. La marche de protestation a dégénéré, provoquant des morts et des blessés. Le gouvernement, tout en déplorant cette situation, adresse ses condoléances émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il a immédiatement dépêché une délégation à Gao pour exprimer sa solidarité et sa sympathie aux familles des victimes. Il réaffirme son attachement à la paix sociale et à la quiétude des populations et lance un appel au calme et à la retenue. Le gouvernement rappelle que l'une des missions essentielles de la MINUSMA est la protection des populations civiles. Il appelle cette dernière à renforcer ses capacités dans ce sens précis, à savoir la protection de toutes les populations civiles et la contribution à la garantie de la libre circulation des personnes et des biens. Une fois de plus, le gouvernement rejette toute forme de violence et exprime son attachement indéfectible à la paix sociale. Il rappelle que les principales victimes de la persistance du conflit sont et restent les populations civiles. Le gouvernement exhorte la MINUSMA à un traitement impartial du gel des positions et l'engage à ses côtés à prendre les initiatives propres à résorber la situation ainsi créée. Le gouvernement, après avoir reçu les responsables de la MINUSMA, se félicite de leur décision de retirer le dit document et de leur volonté de poursuivre de manière inclusive le processus de consolidation du cessez-le-feu et de la sécurité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Tchema Hubert Koulibaly était là ce soir en tant que ministre des Affaires étrangères par intérim. Et toujours par rapport à cette situation, nous avons reçu des réactions. La plateforme des jeunes leaders du Mali en Tesson, le Conseil national de la jeunesse, le Parti Convergence et l'Association malienne des droits de l'homme s'y disent consternés par cette situation et demandent une enquête diligente pour faire la lumière sur ces événements. Ils présentent leurs condoléances aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Et à noter également ce communiqué, l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, dénonce l'attentat contre le général Mohamed Abdelrahman Ould Meïdou qui a été victime d'une tentative de meurtre à son domicile à Bamako qui aurait été menée par deux individus non identifiés venus en moto. Direction Berlin, où le président de la République a participé aujourd'hui à la conférence internationale de reconstitution des ressources de l'Alliance globale pour le virus et l'immunisation, Gavi, une rencontre présidée par la chancelière allemande Angela Merkel en présence de beaucoup de donateurs et de bailleurs de fonds. L'objectif a été atteint car il s'agissait de lever des fonds de l'ordre de 7,5 milliards de dollars pour permettre à l'organisation d'améliorer sa couverture vaccinale à travers le monde et de sauver davantage des vies d'enfants à travers la vaccination et l'immunisation. Nos envoyés spéciaux à Berlin, en Allemagne, sont Sidiki Dambélé et Adama Kamara. C'est sous les signes de l'unité dans l'action que s'est ouverte la conférence internationale de reconstitution des fonds de l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation Gavi. Union autour d'une cause noble, celle des enfants. Car pour les 5 prochaines années, l'organisation aura besoin de 7,5 milliards de dollars pour assurer une meilleure couverture vaccinale des tout-petits à travers le monde. Sur la question, les statistiques font froid au dos. Encore maintenant, 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans perdent la vie chaque année à cause des maladies évitables par la vaccination. Gavi a été justement créé pour combattre ces iniquités.
Ces 5 prochaines années, il faudra des dispositifs de mesure améliorés, des chaînes du froid améliorées, des réceptacles et conteneurs améliorés, tout ceci pour nous faire redoubler la couverture vaccinale. Sur les champs et tour à tour, les pays donateurs et autres bailleurs de fonds n'ont pas lésiné sur les moyens. 1,5 milliard de dollars par Bill Gates, 1 milliard de dollars du gouvernement des États-Unis, 1 milliard de livres sterling par le Royaume-Uni, 6 millions de couronnes norvégiens par la Norvège et 600 millions d'euros débloqués par l'Allemagne. Ensemble, l'on peut faire bouger les choses et on a pu en fait, en l'espace de 15-20 ans, couper de moitié le nombre de personnes qui meurent de paludisme, VIH/SIDA ou tuberculose. Le risque de mourir en bas âge a baissé, mais quand même, le risque pour les mamans de mourir des séquelles de la grossesse ou de l'accouchement sont grands. Et bien sûr, tous ces progrès ont pu être réalisés, c'est le résultat d'initiatives collectives d'État, du secteur privé et du travail, bien sûr, d'alliances telles que Gavi, et aussi du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. La preuve ici est que toutes les vies ont une valeur égale. Et cette mobilisation autour de Gavi a tout son sens, surtout pour les pays africains bénéficiaires. Car il ne s'agit pas seulement de l'avenir des enfants, mais du continent tout entier. Nous sommes ici aujourd'hui, madame, sous votre présidence, pour célébrer la vie. Car c'est de cela qu'il s'agit. Quand on a vu ce qu'on a vu, 500 millions d'enfants vaccinés à travers le monde, quand on a entendu les fabuleuses annonces faites par Bill Gates et sa fondation, quand on a entendu ce que les États-Unis veulent faire, ce que la Grande-Bretagne vient de faire, madame, on redevient optimiste par rapport à l'homme. Ici, il s'agit de l'homme, sa survie. Et nul mieux que nous, sûrement, chef d'État africain, ne peut dire combien nous sommes redevables vis-à-vis de Gavi. Les 7 milliards de dollars ainsi récoltés par l'Alliance pour le virus et l'immunisation vont permettre de développer de nouveaux vaccins, de sauver des vies et de protéger la santé des populations en élargissant l'accès à la vaccination. De sa création en 2000 à nos jours, Gavi a permis de vacciner 500 millions d'enfants dans le monde, ce qui correspond à 7 millions de vies sauvées. Je vous rappelle que le président de la République avait été désigné par Gavi en tant que dirigeant de pays bénéficiaires pour plaider la cause de l'organisation auprès des donateurs et autres bailleurs de fonds. Mission accomplie pour Ibrahim Boubacar Keïta au regard des annonces de dons à l'issue de la conférence internationale. Selon Ibrahim Boubacar Keïta, le travail de Gavi mérite d'être salué car il s'agit de préserver les vies des enfants qui constitue l'avenir du monde. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux, Siliki Dambélé et Adama Kamara. Je crois que nous devions être ici tant Gavi a fait pour le Mali. Gavi a fait pour l'Afrique, Gavi a fait pour le monde. 500 millions d'enfants vaccinés contre des maladies autrefois invalidantes, la polio, autrefois mortel rotavirus, les diarrhées qui entraînaient presque toujours la mort de nos enfants, en bas âge. Ces cimetières où les petites tombes étaient nombreuses. Par Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont là aujourd'hui. C'est beaucoup. Sur les méningites, tout ça est dû à Gavi. Gavi, c'est quoi? L'Organisation internationale de bonne volonté, d'hommes et de femmes soucieux de la santé mondiale, surtout de la préservation de la vie des plus jeunes, des plus petits, l'avenir de l'humanité. C'est
les enfants vaccinés sont autant de vies sauvées. C'est estimé à 16 millions le nombre d'enfants sauvés par les vaccins. Et Gavi continue. Nous avons appris avec bonheur que l'organisation vient d'ajouter à la liste de ces vaccins, avec beaucoup d'espoir, le prochain vaccin contre l'Ebola. Ce que nous le rendons accessible et abordable. Parce que ça aussi, on ne le sait pas souvent. Le Gavi fait en sorte que ces vaccins, autrefois chers, soient aujourd'hui à la disposition des médecins et des hommes de santé du monde entier pour que les enfants du monde entier en bénéficient où qu'ils se trouvent, y compris dans les coins les plus reculés. Là-dessus, on a entendu Bill Gates et sa fondation. Bill Gates, c'est Bill et Melinda Gates, qui vient encore aujourd'hui de mettre à la cagnotte. Parce que n'oublions pas non plus, la réunion de Berlin est une réunion de collecte de fonds, une réunion de donateurs. Il était convenable que je vienne à Berlin témoigner en gratitude, connaître ces donateurs, les saluer en le nom de notre pays, de notre peuple. Bill Gates vient de mettre encore à la corbeille $1,5 milliard pour les prochaines années. C'est-à-dire l'investissement colossal que cet homme et son épouse font aujourd'hui pour la santé mondiale, et singulièrement celle des plus déshérités, des plus pauvres, dans les régions les plus reculées du monde, avec des systèmes de conservation du vaccin toujours plus performants, d'énergie solaire, des thermos toujours plus performantes pour garder le vaccin presque 90 jours, 3 mois. C'est ce qui est fait par cette organisation-là qui est fabuleux. J'ai appris à connaître Gavi à mon entrée en fonction. Et ce que Gavi fait au Mali, je l'ai su par ma conseillère spéciale, Mme Maïga, qui est la correspondante nationale de Gavi. Et j'ai découvert également aussi que j'avais eu la main heureuse, malheur ne vient jamais sans un bonheur aussi. Notre coordinateur national pour l'Ebola est un spécialiste des vaccins, le Dr So, qui est très bien connu comme Mme Maïga dans ce milieu-là également. Et tout le monde m'a dit le plus grand bien de ce qui a été fait au Mali en termes de vaccination, de ce qui est en cours en termes de recherche. Et cela est réjouissant et réconfortant. Donc ce séjour à Berlin était un séjour indiqué. Si j'y ajoute également les relations avec Mme Merkel, qui sont toujours excellentes et dont chacune des parties demande à ce qu'elle s'améliore au quotidien, je pense donc que ce voyage à Berlin s'imposait. S'imposait reconnaissance, s'imposait pour le futur, s'imposait pour la préservation de la vie de ceux qui feront l'avenir du Mali, la jeunesse, de tous jeunes. C'est en leur nom, au nom des familles, au nom de tout le peuple malien, que nous sommes venus à Berlin et nous y avons été considérés, honorés, comme vous l'avez vu. Je vois que c'est cela qui, je le dis toujours, convient au Mali. Un pays présent au monde, un pays considéré comme responsable, comme sérieux dans ce qu'il fait, et un pays qui sait également dans la communauté internationale ce qui a été fait pour lui. Voilà, c'était là les impressions du président de la République à l'issue de la conférence internationale de Gavi. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale est à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Abdoulaye Diop prend part à la 26e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui a démarré hier, une session qui prépare la conférence des chefs d'État et chefs de gouvernement prévue du 30 au 31 janvier. À noter dans l'agenda du ministre Diop plusieurs audiences et rencontres. Voilà.
prise de contact entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Idrissa Maïga, et les partenaires techniques et financiers. Au cours des échanges, les PTF ont réaffirmé leur soutien au ministère. Al-Jumatina nous en dit plus. Les défis auxquels le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation s'attelle à relever sont immenses. Il s'agit, entre autres, des élections communales, le processus de décentralisation, toutes choses qui nécessitent l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, d'où cette rencontre avec les PTF. Les réalisations enregistrées dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles et législatives courant l'année 2013, c'est en ce qui concerne le ministère, les résultats obtenus dans le cadre du recensement administratif à vocation d'état civil de la VEC, dont les résultats ont été à la hauteur des espérances, avec l'enregistrement d'environ 1 252 000 nouveaux majeurs réunis qui vont désormais être incorporés dans la base de données du fichier état civil dans la perspective de l'extraction des vecteurs potentiels. Nous avons inscrit nos services techniques, en particulier les centres de traitement des données de l'état civil, de procéder à tous les traitements de doublons et corrections possibles, de transmettre des données à la direction générale des élections en charge du fichier électoral. Au cours des échanges, les partenaires techniques et financiers ont fait des propositions et suggestions. Ensuite, ils réaffirment leur engagement à accompagner le département. C'est le cercle de Nara qui a abrité la conférence régionale de Koulikoro du parti SNID Faso Iriwaton. Des stratégies ont été peaufinées pour les élections communales et régionales futures, nous précise Ibrahim Choukari. Le choix de Nara pour cette conférence régionale se veut une reconnaissance du rôle de la section dans l'animation du parti sous le leadership de Mme Maïga Sinadamba. Le parti du Soleil Levant, avec l'engagement des militants et des alliés, avait réalisé un score satisfaisant lors des élections 2007 et 2009 dans la circonscription de Nara. Au cours de cette conférence régionale tenue à Nara, les délégués ont sans embâche mis sur la table la situation de leurs sections respectives. Des débats et échanges francs qui doivent permettre au SNID Faso Iriwaton de mieux s'organiser pour les futures élections. Pour ce faire, l'implication des femmes et des jeunes s'avère indispensable. Le SNID Faso Iriwaton en appelle à la responsabilité des partis politiques pour une émergence des femmes et des jeunes. Nous savons tous aujourd'hui que la place occupée par les femmes et les jeunes sur l'échiquier politique n'est pas le leur. Nul n'ignore leur rôle et leur place dans les élections. Nul n'ignore le poids économique et numérique des femmes et des jeunes. Mais malgré tout, les partis politiques ne veulent pas mettre les femmes et les jeunes en position d'être élus. Au cours de cette conférence, de nouveaux adhérents, et non des moindres, ont été présentés à l'assistance. Il me plaît de prendre la parole au nom du collectif qui vient de rejoindre le rang du SNID pour vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous venez de nous faire en nous acceptant en tant que militants du parti SNID Faso Iriwaton. Cette conférence régionale de Koulikoro du parti du Soleil Levant à Nara a fait d'importantes recommandations, à savoir la formation à la base, le contact régulier comité directeur de section, la parité hommes-femmes aux élections, la tenue régulière des conférences régionales, la mise à disposition des textes relatifs aux élections. Gouvernance socio-économique, politique, sécuritaire et résidence à la de 2012 au Mali, enjeux et perspectives, c'est le titre du rapport sur le développement humain durable au Mali pour 2014. Un rapport qui a été remis officiellement ce matin par le ministre de la Solidarité à certaines institutions et aux organisations de la société civile du pays. Le rapport est produit par l'Observatoire du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Suleiman Kenza Sidibé nous parle de ce rapport.
Cette étude est une analyse des mécanismes de la gouvernance socio-économique, politique et sécuritaire du Mali, les différentes crises vécues et leurs effets sur les conditions de vie des Maliens, de moins les réponses apportées par le pays et les Maliens à ces crises, la résilience des Maliens à ces catastrophes de 1991 au coup d'État de 2012. S'il est admis que le pays se porte mieux en 2013 qu'en 2012, qu'il est aujourd'hui sous la voie de la normalisation, c'est en dépit du brûlot du septentrion, le Mali se doit de faire des efforts à tous les niveaux, de faire prospérer la bonne gouvernance. On peut dire que la bonne gouvernance suppose en effet plusieurs préalables. L'accès aux services et aux infrastructures de base, la qualité et la durabilité des livrables, entendons là les écoles, les dispensaires, les ponts, les routes, les barrages, tout ce qui concourt au bien-être des populations. Le choix des priorités en matière de développement est également un préalable pour l'accès en fait à la bonne gouvernance, que la bonne gouvernance puisse être un accès à cela. Il me plaît de vous rappeler les priorités que le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'est assigné pour son présent mandat. Il s'agit de la restauration de l'autorité de l'État, de la refondation de cet État. Il s'agit de la restauration de l'intégrité territoriale et de notre pays, de la sécurisation des biens, des personnes et des institutions. Il urge que le pays renoue rapidement avec certains indicateurs de la bonne gouvernance, comme la saine justice, la juste répartition des ressources, la juste gestion des deniers publics ou la res républicain. Je vous le disais tantôt, suite aux événements survenus à Gao, la MINUSMA a tenu un point de presse pour donner sa version des faits. Une enquête approfondie sera menée pour situer les responsabilités, assure David Grizzly, représentant spécial adjoint de la MINUSMA, qui dit regretter profondément les événements survenus à Gao aujourd'hui. C'est un message d'apaisement qu'il a tenu à livrer. Il est au micro de Aousseini Touré. On sait qu'il y avait des blessés et des morts aujourd'hui, donc on est très inquiet de ce qui s'est passé. Nous regrettons beaucoup qu'il y avait des blessés et surtout des morts. Et comme je disais à cette conférence de presse, on va avoir une enquête pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Et on va déterminer pas seulement qu'est-ce qui s'est passé, mais qui était responsable pour ça. On va collaborer, coopérer avec le gouvernement aussi dans cette enquête. Je suppose qu'ils vont faire leur propre enquête aussi. Donc, on sait qu'il y avait des préoccupations à propos de la situation à Tabancourt, des discussions qui étaient en cours à propos de la cessez-le-feu pour Tabancourt. On sait que c'était une période difficile ces dernières semaines dans cette région avec des menaces et des confrontations. Donc il y avait des discussions au cours, comment on peut éviter ça dans l'avenir, et il y avait des discussions avec la coordination, avec la plateforme, et il y avait un document qui a été signé, qui a été manipulé à la fin, représenté comme un accord qui n'était pas le cas. Et je crois qu'il y avait vraiment une mécompréhension de la chose qui a été fait exprès, on regrette beaucoup. Et je crois que ça, c'est une leçon à tirer ici. Nous sommes tous ici pour rechercher la paix, la population malienne surtout. Nous regrettons beaucoup de ce qui s'est passé à Gao, mais nous sommes engagés d'abord de déterminer les faits de ce qui s'est passé, mais de plus important, nous sommes engagés vraiment de rechercher la paix, de protéger les civils n'importe où dans le Nord. On veut que tous ces mouvements de confrontation cessent, et on était très clair avec ces mouvements. S'il y a encore des menaces vers les villes, villages, on est prêt d'utiliser la force nécessaire pour riposter.
Et la CMP a appris avec beaucoup d'émotion et consternation les événements malheureux survenus à Gao lors d'une manifestation citoyenne de la population civile. La CMP présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La CMP réaffirme son soutien indéfectible au gouvernement malien dans ses efforts de recherche de la paix pour une sortie rapide de crise ouverte. La CMP saisit l'occasion pour demander l'ouverture urgente d'enquêtes appropriées pour situer toutes les responsabilités à tous les niveaux. La CMP invite tous les citoyens à une vigilance accrue pour une sécurisation totale de l'ensemble du pays et de rester constamment mobilisés dans le cadre du devoir sacré de préserver l'intégrité territoriale et l'unité du Mali. Et c'est signé Boulkassoum Aïdara, le président de la CMP. En 4e région, rentrée universitaire à Ségou au titre de la nouvelle année académique de la faculté des sciences sociales. Plusieurs activités ont marqué cette rentrée universitaire. Fousseini Samake nous en parle. La bonne pratique de l'islam passe par le rationalisme, la mesure et la paix. C'est ce qui justifie le thème rationalisme en islam choisi pour cette rentrée universitaire de Ségou, qui est un espace de partage d'expériences pédagogiques et scientifiques. Les débats se sont focalisés sur la cohésion entre étudiants de différentes religions pour favoriser le goût de la recherche du savoir chez les apprenants. Pendant toute une période de l'histoire, toutes les découvertes scientifiques importantes qui ont été faites à l'échelle mondiale ont été faites par des musulmans. Malheureusement, à l'heure actuelle, à cause du fait que le capitalisme s'empare de plus en plus de la science, on assiste à une régression en Europe, en train de faire perdre en Europe cet héritage que nous avions reçu de la grande période durant laquelle l'islam avait développé les sciences. On parle beaucoup de religions ces derniers temps. Nous nous sommes dit qu'il faut que ça soit une occasion de mettre en place ce creuset qui va souder en quelque sorte les points de vue des uns et des autres, de manière à ce que chacun tire un certain profit des explications qui vont être données. L'université de Ségou, qui a une orientation agro-silvo-pastorale, a ouvert ses portes en 2012. Elle comporte 5 structures, dont 3 fonctionnelles, à savoir la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA, la faculté des sciences sociales FASO et l'Institut universitaire de formation professionnelle IUFP. L'ONG Action pour la pauvreté et la maladie renforce les capacités des femmes de Senangoroba. L'ONG a permis à ces femmes durant 2 ans de s'approprier les techniques de jardinage et de transformation de produits de qualité en beurre. Adama Koulibaly, reportage. Les femmes bénéficiaires des retombées de ce projet de lutte contre la pauvreté à Senankourba sont au nombre de 120 femmes réparties entre 8 villages couverts par le projet. Elles ont été initiées aux techniques de jardinage et de collecte de transformation des noix de karité en beurre par l'ONG ACPM, Action contre la pauvreté et la maladie. La spécificité de la population ciblée est qu'elle est rurale, avec des revenus faibles, mais surtout vulnérables face aux effets du changement climatique qui affectent les ressources naturelles dans lesquelles elles puisent l'essentiel des ressources de revenus. Pour clôturer cette phase du projet, nous avons souhaité organiser les groupements de femmes en 2 coopératives différentes. L'ONG ACPM, durant le temps du projet, en marge de ses missions, a mené des activités de débat sur la santé, l'hygiène et l'assainissement, des mobilisations sur la santé de la reproduction, le VIH-Sida et l'excision dans ces villages couverts. Les femmes encadrées se disent aguerries aujourd'hui pour piloter les coopératives dans lesquelles elles seront reparties. Une coopérative maraîchère et une en transformation de noix de karité en beurre. Demain, 28 janvier, c'est la date anniversaire de la reconquête de la ville de Tombouctou. À cette date, en 2013, les rues de Tombouctou ont effectivement refusé du monde. Un monde enthousiaste, criant et dansant pour ces braves soldats venus les libérer des griffes des islamistes et leurs complices narcotrafiquants. Et attendant, nous faire revivre ces instants de bonheur. Ce lundi 28 janvier 2013, la clémence du temps était au bénéfice des populations de Tombouctou qui ont réservé un accueil historique à leur armée. Une population meurtrie dans leur peau et leur chair pendant 8 mois par les forces du mal, aussi privée d'électricité et de téléphone.
Il était 13 heures. Même le soleil refusait de briller quand les militaires maliens et français foulaient le sol de Tombouctou. Incursion et percussion sont la mission principale des forces armées du Mali. Tombouctou reconquis avec des victimes inconsolables. C'est un jour de gloire pour moi de revoir nos soldats ici. Je prie le bon Dieu qu'il vous protège et tous ceux qui vous soutiennent. Dieu merci. Plus que moi-même, l'émotion c'est trop vraiment, je vois une population vraiment libérée. Vraiment, nous ne savons même pas ce que dire. Vraiment, c'est très pitoyable, vraiment. Et nous sommes très fiers d'être ici à Tombouctou, de conquérir la ville et que tout le monde vaille à ses occupations, vraiment. 4 lettres sur toutes les lèvres. Mali. Enfin, le drapeau vert, jaune, rouge est hissé sur tous les toits avec celui de la France sur les murs et dans les rues. Juste les populations qu'on a croisées sur le chemin, de continuer vraiment à espérer. Voilà. Et ce sera surtout le principal. Et à vos partenaires de l'armée malienne, un grand courage pour eux. Parce qu'ils ont une tâche qui n'est pas évidente et on les comprend. À la tête de cette reconquête, un officier malien qui donne les consignes de non-vengeance, malgré un terrain piégé de détonateurs et autres munitions pour les armes lourdes. Il faut nous rendre compte, il ne faut pas le brutaliser. Non, je ne suis pas pour le principe. Il faut éviter l'amalgame. Si vous êtes sûr et certain qu'il est là, vous nous dites, on va le récupérer et on va le remettre à la justice qui est en mesure, mais il ne faut pas se faire la justice. Quelques jours plus tard, un autre accueil est réservé à celui qu'on appelle le libérateur, François Hollande. Voilà, merci Yéa Tandina. Le commandant du théâtre des opérations Maliba par intérim séjourne présentement dans la cité des 333-100. Le colonel Brahima Haïdara a rencontré ce matin les officiers des différents corps pour faire le point de la situation sécuritaire et féliciter les hommes pour le résultat à temps. On l'écoute au micro de Adama Djimdi. Ce jour, Tombouctou s'est réveillé pratiquement avec ses militaires nationaux. Et c'était un boom au cœur de toute la population de Tombouctou. Et les soldats qui ont participé, Haftar, dont le chef qui est là, qui était même en tête avec les éléments Barkhane, il est là, le colonel Keba Sangaré. C'est toujours pour dire aux autres militaires, sont toujours là, ceux qui ont fait participer à l'offensive, de continuer dans ce sens-là. Et il sait que le secteur de Tombouctou, ils bossent beaucoup. Et ils ont de bons résultats. Et il y a des dizaines de djihadistes qui ont été mis hors d'état de nuire. Beaucoup d'autres ont été arrêtés, mis à la disposition de la priorité et ensuite de la justice. On les exhorte toujours à continuer dans ce sens, de ne pas baisser les bras et ne pas faillir. Et cette mission, on va l'exécuter quel qu'en soit le prix. Fin du festival Bera Akai, c'était le week-end dernier. Les prestations d'artistes venus du Sénégal, de Bamako, de Koulikoro et des 7 cercles de la région ont été les temps forts de cette cérémonie où était présente Kansoutou Kanouti. C'est la salle Massamaka Diabaté qui a servi de cadre pour abriter la cérémonie de clôture de cette première édition de la rencontre culturelle ici Kaibera. Les populations sont sorties massivement pour boucler la boucle en compagnie des artistes invités pour la circonstance. Il s'agit de l'orchestre régional de Kaï qui a une fois de plus mis en valeur la chanson Kasonké et cela n'a pas du tout déplu au public. Fifi Kouyaté, Las Vegas, Crazy Boys, DJ Parfait, le groupe de Bouba, Naomi Diabaté et sa troupe composée de femmes jouant au balafon, au djemé et à la flûte ont émerveillé l'assistance. Ce qui m'a marqué, c'est l'extraordinaire diversité culturelle de la région. Les représentants de tous les cercles avec des choses que vraiment je n'avais jamais vues et que je n'aurais jamais vues avant. On voit vraiment des danses modernes qui se sont inspirées de toutes ces danses très anciennes et aussi des danses que dansaient les anciens d'ici qui ont retrouvé les choses, des anciens qui ont rechanté pour la première fois depuis 15 ans. On a eu énormément de retours très positifs par rapport à l'activité. Les gens nous disent qu'ils aimeraient bien que ça soit continuel.
Certes, ce n'est pas une activité pour concurrencer les autres, mais c'est une activité qui est ouverte, comme le nom de l'association l'indique, qui est la grande famille Douba. Et Douba appartient à tout un chacun. On peut le dire sans se tromper que cette première édition, ici Kaibera, fut une réussite car elle a permis 3 jours durant aux populations de se divertir, de se ressourcer à travers chants et danses du terroir. Restons dans le monde de la culture. Découvrons les temps forts du spectacle donné vendredi dernier à l'Institut français de Bamako par l'artiste Chekne Sissoko. L'artiste est connu avec ses 5 tamans qu'il joue simultanément. Pour l'occasion, il était accompagné par son groupe Somane. La soirée était riche en couleurs avec la participation des artistes comme Tata Bambo Kouyaté, le guitariste français Marc Mulohand. Cheikh Oumar Sangaré nous en parle. Avec son groupe Somane et ses 5 tamans qu'il joue à la fois, le jeune musicien Chekne Sissoko a harangué les foules du théâtre de l'Institut français de Bamako. Pour l'occasion, il était entouré de sa femme Ya Kouyaté, de la diva Tata Bambo Kouyaté, de Naba Traoré, du joueur de Kora Madou Sidiki Diabaté, des guitaristes le français Mandjoul et l'écossais Marc Mulohand. La soirée a aussi été marquée par la présence de son père, Waldé Baba Sissoko, un ancien de l'ensemble instrumental du Mali. Cette année, j'ai eu une chance de faire un duo avec mon papa. Je suis très content. Le déplacement du public, ce qu'on a partagé ensemble entre nous les musiciens, je suis très satisfait. Ce qui est intéressant avec la musique, c'est la communication. On peut toujours trouver l'endroit où on peut se retrouver et c'est ça qui est intéressant pour moi dans la musique. Véritable nuit de percussions, la soirée a fait évoluer ensemble plusieurs instruments de diverses natures. Cela dans une variété de rythmes qui a fait vibrer les planches de l'Institut français. Pour moi, je découvre l'artiste Chekne Sissoko en concert. C'est son esprit d'équipe. Il est entouré de sa famille, de sa femme, de son père. Il a invité des tas d'artistes. On a vu un jeune artiste avec sa femme ensemble, un groupe très cohérent et avec un mélange de la musique traditionnelle et moderne. On s'est beaucoup régalé, vraiment. Chekne Sissoko a produit un spectacle exaltant avec ses tamans. Il est l'auteur de l'album Somane sorti en janvier 2014. Voilà, du beau spectacle. Le monde de la culture est encore en deuil. L'artiste comédien Mamadi Diakité n'est plus. Il a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, amis et collaborateurs au cimetière de Saint-Mé. Al-Jumatina, reportage. Artiste comédien du groupe dramatique national du Palais de la Culture, Mamadi Diakité n'est plus. Ses parents, amis, collaborateurs et le monde de la culture lui ont rendu un dernier hommage. Décédé à l'âge de 61 ans, Mamadi Diakité fut d'abord décorateur, artiste peintre sorti de l'Institut national des arts, avant de devenir artiste comédien. Avec le Koteba et le groupe dramatique national du Palais de la Culture, il est parvenu à s'illustrer dans le monde de la culture, grâce à son courage et à son talent. Dévoué et rompu à la tâche, le décès de Mamadi Diakité est une énorme perte pour le monde des arts et de la culture. Mamadi Diakité était un grand scénographe sur ce domaine qui a régné sans partage pendant au moins plus de 20 ans comme chorégraphe. Comédien, il était aussi un grand comédien. La preuve, il y a seulement 10 jours que nous venions de tourner un film sur un court-métrage sur Ebola où il interprétait le rôle du chef de village. La comédie, il l'a aimé. Il a aimé la comédie, il est devenu un grand comédien. On a beaucoup tourné ensemble. Et dans le dernier film du CNCM, c'est-à-dire la Constitution, c'est lui qui devient mon mari. C'est le vieux que j'ai rencontré à l'hôpital. Quand mon petit-fils était malade, c'est là-bas qu'on se rencontre et il devient mon mari, le mari que je chasse. Donc vraiment, l'amour de Mamadi n'a pu être qu'une grande perte pour le monde du théâtre. Il était large. Il donnait tout ce qu'il restait, il donnait tout. Pour lui, tout ce qu'il a, c'est pour nous tous. Je viens tout juste après lui, mais je sais que je ne peux pas faire comme lui. Marié et père de 9 enfants, il repose désormais au cimetière de Saint-Mé.
que son âme repose en paix. Amen. Et nous avons ce communiqué vigilance Ebola depuis le mois de mars 2014. Une épidémie de la maladie à virus Ebola persiste en Afrique de l'Ouest. Dès la première annonce, le Mali a mis en place un dispositif de prévention et de lutte qui s'est renforcé au fil du temps. Ce dispositif qui a obtenu l'adhésion de toutes les forces vives de la nation ainsi que de nos partenaires et pays amis grâce au leadership décisif du président de la République a permis d'éteindre rapidement les 2 foyers de contamination issus de cas importés. Tant que la maladie persiste chez nos voisins, nous devons tout mettre en œuvre pour garder les bons réflexes. Nous devons continuer d'observer les mesures de prévention, à savoir se laver régulièrement les mains au savon, éviter de toucher tout objet utilisé par le malade, hydra, lame, aiguille, couteau, seringue et tout autre matériel, éviter la manipulation des corps des personnes décédées de causes inexpliquées, accepter de se soumettre au contrôle sanitaire à tous les niveaux, éviter tout voyage non nécessaire dans les pays infectés, appeler au numéro vert en présence de toute personne présentant une forte fièvre, une fatigue intense, des maux de tête, des vomissements, des diarrhées, difficultés d'avaler, douleurs musculaires et articulaires, et dans certains cas de saignement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les efforts de tous et de chacun pour le résultat obtenu et exhorte à plus de vigilance pour un Mali sans Ebola. Pour les besoins d'information, vous pouvez toujours appeler les numéros verts gratuits au 80 00 77 77, 80 00 88 88, 80 00 89 89. Du sport, à présent, les cadres en internat au centre Ousmane Traoré de Kabbalah ont reçu la visite du ministre des Sports. L'équipe nationale cadette prépare la CAN de sa catégorie qui doit se dérouler à Niamey, au Niger. Compte rendu de la visite, c'est avec Abdulkarim Kaba. S'enquérir des conditions de préparation de l'équipe nationale cadette, c'est le sens de la visite du ministre des Sports au centre Ousmane Traoré de Kabbalah. Dans environ 20 jours, cette équipe défendra les couleurs du pays à la Coupe d'Afrique des Nations Niamey 2015. Le ministre n'a pas manqué de mots pour encourager les jeunes. La seule chose qui manque au Mali au niveau de toutes les catégories, que ce soit cadette, que ce soit des catégories juniors, que ce soit au niveau des seniors, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à tous les niveaux, nous n'avons qu'une seule ambition, c'est de faire en sorte que ces coupes-là puissent venir au Mali. Donc c'est ce message aussi que nous sommes venus leur tenir. Les joueurs et leur encadrement ont salué cette marque de considération comme bien mobilisant pour le groupe. Nous quand même, nous sommes très contents ici. Et puis on sait que ça va continuer, ça ne sera pas la fin, ne sera pas aujourd'hui. On pense que ça va aller très loin. Et puis on souhaite que nous aussi on fasse quelque chose pour le ministre, pour ce pays, parce qu'on pense que actuellement nous sommes beaucoup suivis par l'État malien. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, c'est du 15 février au 1er mars 2015 au Niger. Les cadets maliens se trouvent dans le groupe B en compagnie du Cameroun, de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud. Bonne chance aux cadets et les aigles qui jouent demain. Sport toujours, CAN 2015. Le verdict du groupe C est tombé ce soir. Le Sénégal a été battu 2-0 par l'Algérie et le Ghana a pris le dessus sur l'Afrique du Sud. Ainsi, l'Algérie et le Ghana se qualifient pour les quarts de finale. Le résumé, c'est avec Al-Jumatina. Le demi-monde du groupe C a donné lieu à 2 belles empoignades tant à Malabo aussi bien qu'à Mongomo. D'abord à Malabo, le Sénégal était face à l'Algérie. Les Lions de la Teranga du Sénégal pouvaient se contenter des nuls. En revanche, les Fennecs d'Algérie C doivent s'imposer pour passer. Et ça ne pouvait mieux commencer pour l'Algérie qui va profiter des largesses défensives des Lions pour marquer grâce à Iliad Mahrez à la 10e minute. Les Sénégalais sentant l'élimination venir appuient sur l'accélérateur. Sadio Mané prend le jeu à son compte. Mais les Fennecs d'Algérie réussiront à garder leur acquis à la mi-temps. 1-0 pour l'Algérie. Au même moment à Mongomo, l'Afrique du Sud menait 1-0 devant le Ghana, pour qui seule la victoire est nécessaire pour se qualifier. Comme on s'y attendait, la 10e période sera celle de tous les suspens. Les Lions du Sénégal vont jouer leur va-tout. Mais le sort leur sera cruel à la 81e minute, puisque les Algériens vont inscrire un second but par Nabil Ben Taleb et assurent définitivement leur qualification.
À Mongomo, les Black Stars du Ghana, menés au score à la pause, trouveront les ressources mentales pour forcer leur destin. John Boy donne d'abord espoir aux Black Stars à la 73e minute. Avant que le Marseillais André Ayou n'inscrive à la 83e minute le deuxième but, celui de la qualification pour les Black Stars du Ghana. Le Ghana et l'Algérie s'offrent ainsi les tickets pour les quarts de finale avec 6 points chacun. Les Ghanéens terminent même à la première place suite à leur victoire sur l'Algérie 1-0 lors de la deuxième journée. Les deux formations connaîtront ce mercredi leur adversaire à l'issue des rencontres du groupe D, Mali, Guinée et Cameroun, Côte d'Ivoire prévues à 18h. Et à suivre le match Ghana-Afrique du Sud après ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain à 10h, 13h, Kadiatou Koné. Je serai là, j'espère, pour la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit. Bonsoir à tous.